Le New York Times veut rejeter le procès unilatéral de Justin Baldoni et évidemment, ce n'est pas Blake Lively qui va s'y opposer. Au milieu de nombreuses poursuites judiciaires en cours autour du drame juridique It Ends With Us, le New York Times veut se disculper de toute cette affaire. Je vous rappelle que le journal a publié le 21 décembre un article intitulé We can bury anyone inside a Hollywood smear machine. Nous pouvons enterrer n'importe qui dans les coulisses d'une machine à diffamer à Hollywood. Et tout ceci était basé sur la plainte CRD déposée par Blake Lively le 20 décembre. Je vous rappelle que la plainte CRD, c'est la plainte déposée en Californie qui n'était pas une vraie plainte de la police. Donc, le New York Times a déposé une demande le 28 février demandant à être retiré du procès de 400 millions de dollars de Justin Baldoni. L'acteur, réalisateur, producteur du film a intenté une action en justice contre le Times le 31 décembre 2024, je vous rappelle, pour diffamation, demandant à l'époque 250 millions de dollars. Il a ensuite combiné ces sommes dans sa première plainte modifiée de 224 pages, déposée le 31 janvier, 2 semaines après son procès, de 400 millions de dollars contre Lively, Ryan et l'attaché de presse de Lively, Leslie Sloan. Dans son dossier, le New York Times accuse Justin Baldoni, sa société Wayfarer et son équipe de relations publiques d'avoir tenté d'entraîner le Times dans leur conflit plus vaste avec Lively et affirme que le journal s'est simplement, je cite, engagé dans la collecte d'informations et la publication d'un article et d'une vidéo sur le conflit Wayfarer/Lively. Dans la conclusion du dossier, le journal soutient que la plainte de Baldoni et des autres plaignants, je cite, raconte une histoire unilatérale qui a fait la une de nombreux journaux, mais le Times n'a pas sa place dans ce conflit. Et pourtant, c'est tout de même ce journal qui n'a pas vérifié ses sources avant de poster, non? Mais c'est aussi ce journal qui a publié les échanges de SMS frauduleux et mensongers car tronqués par Blake Lively volontairement pour la faire passer ou se faire passer comme une victime et j'en passe. Dans une déclaration préliminaire, on peut lire, je cite, au cours de leur première plainte de 24 pages, puis une chronologie supplémentaire de 168 pages, les parties Wayfarer racontent à bout de souffle leur version d'un drame hollywoodien en cours impliquant les acteurs Blake Lively et Justin Baldoni, les stars du film It Ends With Us. La fac a, dans une certaine mesure, atteint son objectif évident. L'histoire des parties Wayfarer a été rapportée par d'innombrables médias au cours des dernières semaines. Si la fac n'avait pas été rapportée dans le New York Times, je ne sais pas si on en aurait autant parlé. Ce que la fac n'a pas fait, cependant, c'est plaider une plainte viable contre le Times. Attends, je vais l'aider. Je continue ma citation. Malgré le bruit et la fureur de la fac, les tentatives des plaignants de faire valoir leurs prétentions contre le New York Times pour diffamation, fausse information, fraude à la promesse et rupture de contrat implicite, de fait, échouent en droit. La majeure partie de la fac des parties Wayfarer doit être rejetée car il s'agit d'un groupe inadmissible plaidant en vertu de la règle 8 des règles fédérales de procédure civile. Alors là, j'avoue, ça a été un petit peu compliqué pour moi de comprendre ce dont il s'agissait. J'ai essayé de le traduire en anglais et en français et de trouver les informations. C'est un peu dur. S'il y a des avocats, encore une fois, je prends. Pfiou, les termes sont compliqués. J'ai fait mes recherches, mais je sais pas si ça va être beaucoup plus clair pour vous. En gros, ce que j'ai trouvé, mais je peux me tromper, la règle 8 du CPC, donc du code dont il parle là, décrit la procédure d'introduction d'une action représentative. Condition d'introduction de cette action, une action représentative peut être intentée lorsque de nombreuses personnes ont le même intérêt dans une action. Chaque affirmation d'un acte de procédure doit être simple, concis et direct. Donc c'est peut-être ça qui leur reproche, c'est pas simple, pas concis, il y a trop de parties qui sont nommées dans un seul et même procès. Je ne sais pas. Je vous avais dit, j'étais pas sûre que ma définition dissipe le brouillard. Donc encore une fois, avocats de tout pays, je vous en supplie. Déjà, je vous admire, mais ensuite, aidez-nous si vous le pouvez. En ce qui concerne la plainte en diffamation de Justin Baldoni, le dossier indique qu'elle est insuffisante en droit parce que la déclaration contestée est une opinion protégée et parce que les parties Wayfarer ne plaident rien d'autre que des allégations concluantes concernant la prétendue malveillance réelle du New York Times. Le dossier, qui comprend 35 pages, indique que, je cite, bien que les parties Wayfarer poursuivront sans aucun doute leurs efforts pour plaider cette affaire contre Lively devant le tribunal de l'opinion publique, leurs réclamations légales contre le Times n'ont pas leur place dans ce tribunal. La fac devrait être rejetés. Ils ont également noté que, je cite, la fac des parties Wayfarer raconte une histoire unilatérale qui a fait la une de nombreux journaux. Les plaignants incluent Wayfarer Studio, Justin Baldoni, Jamie Heath, Steve Zarowitz, Melissa Nathan, Jennifer Abel, ainsi que It Ends With Us LLC et The Agency Group. Ce que je vous disais, je pense qu'il y a trop de gens. Je sais pas, je suis pas sûre. Le dossier affirme également que, je cite, la seule déclaration prétendument diffamatoire faite par le Times et identifiée par le FAC était le fait qu'ils ont allégué que Baldoni avait embauché Melissa Nathan, qui a orchestré une campagne de diffamation contre Blake Lively. Ils ont noté que les parties Wayfarer fondent leur plainte en diffamation sur cette seule déclaration et que le procès en diffamation, ainsi, devrait être rejeté. On en parle des captures SMS trafiquées, on les oublie celles-là ?
On parle pas que du fait que vous ayez publié un truc sur Melissa Nathan, non, il y a les captures d'écran. En réponse aux allégations de Baldoni selon lesquelles le journal aurait sélectionné les messages qui lui plaisaient, le dossier stipule: cette plaidoirie vague et alambiquée qui ne parvient pas à prouver correctement ce que le Times a réellement dit, si c'était faux ou si c'était publié avec une réelle malveillance, est inadmissible en vertu de la règle 8. On y revient. Ils ont donc demandé, comme je vous le disais, un rejet avec préjudice. Une chose est sûre, c'est que en fait, on sait pas s'ils ont publié ces captures d'écran telles que Blake leur a fournies, et donc en pensant qu'elles étaient vraies, ou bien si les modifications viennent de leur côté. C'est là où en fait on a toute la différence. Parce que soit ils ont publié quelque chose, effectivement en pensant que c'est vrai, même s'ils auraient dû vérifier, ils l'ont publié en pensant qu'ils avaient la vérité entre les mains, soit ils ont trafiqué les captures eux-mêmes et dans ces cas-là, ils l'ont fait de manière malveillante. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier non plus que le Times a quand même posté l'article 2 heures avant le délai, annoncé à Justin Baldoni et à ses avocats pour apporter des modifications et des preuves. Donc ça, pareil, arrêtez de dire que vous êtes irréprochables, les gars. Donc si, en fait, vous êtes capable de tellement plus de choses que vous ne souhaitez l'admettre, donc arrêtez de jouer les martyrs. Il y a des éléments où vous êtes indéfendables. Dans une lettre adressée au juge, l'avocat du New York Times a souligné que lors de l'audience du 3 février, le Times n'avait pas reçu de notification de la fac avant l'audience. Oh oui, tu sais, comme quand t'avais envoyé un délai mais qu'en fait t'as pas respecté le délai. Et que de ce fait, il n'était pas présent à l'audience. Il ajoute que le Times fournirait les premières informations d'ici le 14 mars 2025 et a demandé une motion de suspension. Quelques jours après le dépôt de la plainte de Baldoni, le 2 février, une déclaration du New York Times a nié les allégations de Baldoni selon lesquelles il avait eu un accès anticipé aux plaintes CRD de Blake Lively. Et pourtant, si je puis me permettre, l'horodatage, les gars, l'horodatage. Plus tôt ce mois-ci, l'équipe de Baldoni a quand même modifié sa plainte initiale pour faire valoir que les métadonnées sur le site web du Times montraient que le journal avait eu accès à la plainte pour violation des droits civiques de Lively au moins 11 jours avant son article initial. La plainte initiale de Baldoni contre le Times d'un montant de 250 millions de dollars a été déposée le jour même où Lively a poursuivi Baldoni ainsi que ses attachés de presse et Wayfarer Studio. Le 16 janvier, Wayfarer a contre-attaqué et 2 semaines plus tard, il a ajouté le Times dans tout ce bourbier. L'équipe de Blake Lively a bien évidemment répondu à la demande du Times. Forcément. Comme que Schmidt, ces deux-là. Peu après que le juge ait statué sur la guerre des assignations à comparaître, l'équipe de Blake Lively a également répondu à la nouvelle demande légale du Times. Par l'intermédiaire de son porte-parole, Daniel Rhodes, le communiqué indique, je cite, « Dans sa requête en rejet, le New York Times dénonce à juste titre la plainte de Justin Baldoni pour ce qu'elle est, un document de relations publiques éhonté qui n'a rien à voir avec le tribunal. Pendant des années, Baldoni a exhorté les hommes du monde entier à écouter et à croire les femmes. Mais lorsqu'une femme s'est exprimée sur son comportement, lui et son soutien milliardaire Steve Sorowitz ont utilisé un plan de combat sur les réseaux sociaux pour brûler la terre, carrément brûler la terre, et essayer de l'enterrer et de la détruire. On en parle de qui essaie de détruire l'autre, qui l'accuse d'avoir eu des maîtresses, qui essaie de détruire en plus de sa carrière, sa famille. Ces tactiques d'intimidation ne survivront pas devant les tribunaux et chacun devrait voir leurs revendications sans fondement pour ce qu'elles sont. Ouvrez-nous les yeux du coup, apportez-nous des preuves, on en revient toujours à la même chose. Et je suis désolée, enfin non, je suis pas désolée d'ailleurs, mais non, Kiki la porte-parole là. T'as pas bien lu la chronologie et les pages de la plainte, je pense, tu devrais t'y remettre. T'as vu toutes les captures d'écran qui prouvent que Baldoni était à l'écoute de ta cliente qui, elle, par contre, lui a envoyé des messages complètement indécents. Jamais avec les dents. Et j'ai une meilleure question pour toi, là, Kiki porte-parole. Est-ce que t'as vu de tes propres yeux ou entendu de tes propres oreilles les fameuses preuves concrètes non trafiquées de Blake Lively? Je pense notamment, tu sais, aux emails ou aux SMS de plainte qu'elle aurait envoyés aux actrices, voire même à Sony. Je pense à la vidéo de la voiture, tu sais, de la dashcam qu'elle clame posséder. T'as vu tout ça? Parce que, a priori, si tu l'as vu, effectivement, montre-le nous, hein. D'ailleurs, si elle était aussi mal à l'aise avec lui dans la voiture qu'elle lui a demandé d'en sortir, pourquoi est-ce qu'ensuite elle a utilisé l'allégorie justement de cette voiture? I wanna be in the passenger seat with you. Je veux être dans le siège passager à tes côtés dans la salle de montage. Tu vois, c'est vraiment masochiste de sa part quand même d'utiliser une allégorie à propos d'une situation qui l'a plongée dans une détresse émotionnelle immense et intense. Tu vois bien que ta cliente, elle tient pas la route, sérieux? Oh, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bon sang? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, parce que vraiment, je trouve que le New York Times est d'aussi mauvaise foi que Blake Lively, là, pour le coup. Pour moi, le New York Times, c'était un journal avec une réputation, voire irréprochable, mais là, il me donne envie de vomir.